Mesdames et messieurs, bonjour à vous, merci de votre présence ici avec nous. Bonjour messieurs, je suis bien entourée également. Alors, l'édition 2021 du Sommet de l'élevage arrive à grands pas. Vous le savez, c'est du 5 au 8 octobre et ça se déroulera à la Grande Halle, dont nous sommes d'ailleurs ici déjà dans les lieux. L'occasion, bien sûr, pour vous aujourd'hui de vous dévoiler quels vont être les temps forts, les nouveautés et également de cette version revisitée, si on peut dire, avec des surprises et un programme particulièrement riche. Alors, une 30e édition ambitieuse, puisque c'est l'un des rendez-vous les plus importants, un rendez-vous mondial, hein, Monsieur le Président. Voilà, des professionnels de l'élevage. 30 ans également, avec une nouvelle étape, c'est sa 3e fois, si on peut dire, dans l'histoire, qu'on fait un véritable bond en avant et qui va peut-être, et on l'espère, nous faire oublier la non-édition 2020. Alors, c'est une édition qui va s'inscrire sous le signe du digital, de l'innovation et de l'extension, mais pas seulement. Et je vais d'ailleurs laisser à ces organisateurs le soin, bien sûr, de nous révéler les informations clés et les grandes lignes de l'organisation de cet événement, ainsi que tous les événements qui se dérouleront pendant ces 4 jours, puisque je le reprécise, effectivement, c'est maintenant 4 jours. C'est bien ça. Alors avec nous également ce matin pour nous parler du concours national Aubrac Yves Chassagny et pour parler du concours national de la race cimentale qui seront des temps forts du sommet de l'élevage, nous avons Hervé Vignon. Alors je vais commencer bien sûr par vous donner la parole, Monsieur le Président Jacques Chazalet, pour ce sommet de l'élevage et pour démarrer cette conférence de presse. Alors il y a un mot quand on préparait tout à l'heure que vous avez utilisé et qui m'interpelle beaucoup. Vous avez parlé du sommet de l'élevage comme étant un carrefour. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que je crois que c'est assez vaste finalement. Oui, ben, tout d'abord, bonjour. Merci de participer et de répondre à notre invitation. Alors, le sommet d'élevage, un carrefour. Alors, oui, un carrefour à la fois économique, puisque bon, c'est un salon professionnel et Fabrice nous en parlera tout à l'heure. Les exposants et les visiteurs en particulier viennent pour rechercher des nouvelles techniques, l'innovation. Nous allons avoir une innovation aussi avec l'agrandissement qui concerne tout ce qui est un pôle de transformation à la ferme. Donc c'est aussi une innovation et c'est de nouvelles pratiques au niveau de l'agriculture. C'est un carrefour politique, clairement, puisque le président de la République, la dernière édition que l'on a fait, nous a fait l'honneur de nous rendre visite. Il a dit qu'il reviendrait et pour le moment, il ne nous a pas dit qu'il ne viendrait pas. Donc tous les espoirs sont permis et bien sûr c'est un carrefour de rendez-vous aussi au-delà du président de la République, de l'ensemble des organisations, des agriculteurs et des organisations nationales. Donc c'est un carrefour à ce niveau-là. C'est aussi un carrefour de l'innovation et de la convivialité. Je lis les deux parce que, bien sûr, les agriculteurs, le contexte, il est ce qu'il est. Cette année, il est plus favorable au niveau de la quantité fourragère, le contexte économique. Bon, il y a toujours des sujets, mais bon, globalement, les choses vont dans le bon sens. Mais c'est un carrefour aussi au niveau de cette convivialité nécessaire. Et le sommet a cette réputation et il faut qu'on la conserve. Et c'est aussi un carrefour sur l'innovation. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que les agriculteurs, ils sont attentifs aux évolutions de la société. Ils savent, ils n'ont pas besoin qu'on leur envoie des contraintes, la PAC et ainsi de suite. Les éco-régimes, hein, vous vous renseignerez pour savoir ce que c'est. Mais ils veulent faire évoluer leur système parce que de toute façon, ils savent que leurs clients, ce sont leurs voisins, ce sont les gens qui sont en proximité et ils veulent faire les choses comme il faut. Et donc, les agriculteurs, ils font de l'innovation. Et cette innovation, ils la partagent. Et c'est bien plus efficace que quand elle est envoyée par des directives. Et moi, j'ai l'habitude de dire, pour l'évolution de l'agriculture, 2 jours au sommet, maintenant 4, il y en a peu qui font 4 jours, c'est plus efficace qu'une semaine de négociation à Bruxelles. Parce que les gens, ils appréhendent les choses. Et dernier point dans le carrefour, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un carrefour des éleveurs, puisqu'on a effectivement on a parlé des 2 races en concours. Et au-delà de ces 2 races, il y a l'exposition de l'ensemble des races, on y reviendra. Donc voilà pourquoi le sommet a cette spécificité de rassembler toutes ces composantes. Dire aussi
que les évolutions en tant qu'organisateur, on essaye donc de les accompagner, permettre effectivement d'avoir davantage d'exposants, d'avoir davantage de diversité d'exposants, et surtout, je vous conseille de bien regarder ce qu'il y a dans le catalogue, c'est tous les colloques qui sont annoncés et tout ce qui est annoncé comme conférence. Et ça, c'est très important au niveau de l'évolution de notre métier. Donc voilà, le sommet, rendez-vous de l'innovation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors effectivement, un programme très très riche. D'ailleurs, Fabrice Berton, vous êtes commissaire général du Sommet de l'élevage. Je me tourne maintenant vers vous. Un dossier de presse d'ailleurs que vous avez eu ou qui est en téléchargement, je vous l'indique, extrêmement riche. On l'a vu pour cette édition. Alors vous allez dans quelques instants justement rentrer un peu plus dans le détail des nouveautés, d'une part, de la programmation et des événements à venir. Je crois également concernant la commercialisation qu'on a quelques bonnes nouvelles avec des nouveaux secteurs qui s'ouvrent. Et puis, bien sûr, un sujet qui est à l'esprit de tous, qui est le protocole sanitaire. Peut-être même voulez-vous démarrer par ce point. Écoutez, nous allons effectivement démarrer par ce point. La situation est simple. La loi, donc les pouvoirs publics, ont demandé aux événements de plus de 1000 participants de faire un contrôle du pass sanitaire pour les événements de plus de 1000 personnes. Le pass sanitaire comporte 3 situations différentes. Soit la personne est vaccinée complètement, soit pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, il faudra faire un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, ou alors un certificat de rétablissement, c'est-à-dire c'est pour les personnes qui ont eu la maladie et qui ont acquis donc une immunité naturelle. Voilà, le pass sanitaire concerne ça. Alors la loi, à l'heure actuelle, impose aux organisateurs d'événements de demander ce pass sanitaire jusqu'au 30 septembre. Donc c'est pour ça que je vous en parle, mais dans la réalité des choses, vous voyez, nous sommes au mois d'octobre, donc nous allons attendre pour savoir s'il y aura extension après le 30 septembre ou pas. Donc, pour faire simple, vous avez la loi à l'heure actuelle. Au mois d'octobre, on ne sait pas exactement, mais on se prépare au niveau de l'organisation à ce que, par exemple, il y ait extension de cette demande et qu'on nous demande d'appliquer le pass sanitaire. Donc, si tel était le cas, nous aurons mis en place toute la logistique nécessaire pour pouvoir la réaliser. Précisons que le pass sanitaire est demandé pour les visiteurs, pas pour les exposants. Donc, c'est juste pour les visiteurs et pas les exposants à l'heure actuelle. Voilà. Donc, notre responsabilité consistera à appliquer ce que les pouvoirs publics nous demanderont. Nous n'en rajouterons pas plus, nous n'en enlèverons pas, nous ferons ce qu'on nous demandera de faire. Voilà, donc j'espère sur ce sujet que j'ai été assez clair. Il faut comprendre, et c'est assez désagréable pour tout le monde, que la situation est toujours évolutive. Donc vous voyez que je vous dis ce qui est valable aujourd'hui jusqu'au 30 septembre. Début octobre, on n'a pas encore les précisions, mais si je devais donner un conseil qui n'est pas un règlement, nous allons conseiller, nous, au niveau organisateur, à ce qu'un maximum de gens se fassent vacciner parce que c'est la meilleure façon de répondre à toutes les situations. Voilà, mais ça, c'est un conseil, ce ne sera pas une obligation. Je dis, nous, l'obligation qu'on aura, c'est d'appliquer ce qu'on nous demandera d'appliquer. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez, on a les 2 hypothèses. Le pass sanitaire peut-être ne sera plus en vigueur début octobre, ou s'il l'est, eh bien, les choses se feront simplement à l'arrivée. Nous contrôlerons les passes sanitaires. Voilà. Donc sur le sanitaire, je n'en fais pas plus, on ne va pas rentrer dans des débats, mais voilà, nous appliquerons ce qu'on nous demandera d'appliquer. Peut-être le point sur la commercialisation. Je vous laisse poursuivre, Fabrice. Voilà, donc sur la commercialisation, nous sommes satisfaits. Au jour d'aujourd'hui, nous avons commercialisé 875 emplacements qui correspondent à 1450 exposants. Nous attendons encore des derniers stands, donc nous estimons que nous arriverons autour de 900 emplacements pour 1450 exposants,
ce qui fait à peu près 92% de ce que l'on avait en 2019, qui était notre année record. Donc vous voyez, une légère baisse, mais nous sommes quand même satisfaits du taux de couverture, j'allais dire, que nous avons fait au niveau commercialisation. Beaucoup d'autres événements auraient aimé atteindre cet objectif-là. De nouveaux secteurs se sont développés. Un secteur qui s'est bien développé, c'est l'énergie, qui existait déjà et qui, cette année, on a un nombre plus important d'exposants dans ce secteur-là. Et nous avons ouvert un nouveau secteur initié, celui de la transformation à la ferme. Et ce sera un secteur surtout qui aura l'avantage cette année d'être regroupé, donc d'être beaucoup plus lisible pour les visiteurs, pour trouver ce type d'exposants. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, des nouveautés de 2021. La première, l'ouverture aux 4 jours d'ouverture. Alors, l'objectif de passer à 4 jours, bien sûr, tout le monde peut le comprendre, c'était déjà de désengorger un petit peu le sommet de l'élevage, puisqu'en 2019, vous voyez, nous avions 3 jours et nous connaissions des problèmes d'accès au site, des problèmes d'attente donc pour accéder au site des visiteurs, et pour améliorer ça, le passage à 4 jours, bien sûr, va fluidifier en offrant une journée supplémentaire aux visiteurs. Le fait de désengorger aura pour conséquence d'augmenter le temps de visite sur le site. Nous étions arrivés à un paradoxe où plus on augmentait le nombre de visiteurs, moins le temps de visite était long, parce que quand on passait 1h30 dans les embouteillages, c'est 1h30 en moins sur le site. Donc oui, c'était important de trouver une solution, et le passage à 4 jours en est une. Alors, en plus, ça a eu une forme de réponse aussi par rapport à la situation sanitaire, où justement une journée de plus fera qu'on aura un nombre moyen par jour peut-être inférieur à ce que l'on avait, alors que la totalité peut-être ne descendra pas. J'allais dire 4 fois 25, c'est plus que 3 fois 30. Voilà. Le passage à 4 jours aussi va nous permettre d'enrichir le contenu du sommet. Notamment, nous avions 2 secteurs, celui des présentations animales, vous voyez, où la programmation ne nous permettait plus d'accueillir de nouvelles présentations animales ou de nouveaux concours. On était saturé, donc ça nous permettra d'avoir plus de souplesse à ce niveau-là. Également, concernant les conférences. Voilà. Donc, le passage à 4 jours va nous permettre également de continuer la croissance du sommet, de développer son contenu dans l'avenir. Ça, c'était la première nouveauté sur le passage à 4 jours. La deuxième nouveauté est une deuxième halle de 10 000 m². Donc ça nous permettra bien sûr d'accueillir les exposants qui avant étaient sous chapiteau, de passer dans un bâtiment en dur, donc une qualité d'accueil accrue, et de regrouper des exposants qui étaient dispatchés dans plusieurs chapiteaux. Donc dans cette nouvelle halle, nous aurons tous les exposants qui étaient dans le secteur laitier, je pense aux robots de traite par exemple, les exposants aussi dans le secteur de l'énergie, qui étaient avant dans ce qu'on appelait le hall 6, qui vont être regroupés dans ce même hall. Nous profitons aussi d'avoir cette deuxième hall pour un petit peu désengorger le premier hall, le hall 1, et les visiteurs constateront qu'on a un petit peu élargi les allées, ça nous a permis de faire ça. Donc là aussi, plus de confort pour les exposants, plus de confort pour les visiteurs, et aussi une forme de réponse à cette situation sanitaire, puisque ça va dédensifier, j'allais dire, les allées. Autre nouveauté, des nouveaux aménagements. Bon, là, on a restructuré les espaces, c'est-à-dire le fait qu'une deuxième halle a été construite, il a fallu bien sûr restructurer les espaces extérieurs qui se trouvaient sur l'emplacement de cette deuxième halle, mais également nous avons déplacé par exemple le hall au vin et agrandi le hall au vin.
Donc, on a essayé de faire bénéficier aux différents secteurs d'avoir une évolution. Agrandissement du hall au vin, agrandissement du hall où il y aura les animaux laitiers, et cette nouvelle halle donc plus qualitative. Donc, on aura un aspect, j'allais dire, plus agrandi, plus aéré, plus confortable pour les exposants et les visiteurs. Voilà, là donc je pense que tout le monde le voit sur ce slide, un petit peu l'aménagement des grands espaces de la prochaine édition du Sommet de l'élevage. Donc je ne veux pas commenter là, le slide indique bien. Une programmation intense. Donc là, vous voyez, nous retrouverons 2000 animaux, c'est le chiffre que l'on avait. Là, aucun animal ne manque. Tous les concours sont reconduits. Les éleveurs exposants ont tenu à revenir en force au sommet de l'élevage. Là, je tiens à signaler quand même que, vous voyez, 66 races représentées au sommet. Il y a peu d'événements en Europe qui regroupent un nombre aussi important de races. Donc le sommet est bien un vecteur promotionnel, notamment de nos races françaises, assez exceptionnel. Signalons, et tout à l'heure on rentrera dans le détail, l'accueil de 3 concours nationaux dans 3 secteurs différents, le bovin viande pour la race Aubrac, le bovin lait donc pour la race Simmental, et en ovin, la race plus locale de nos régions, la race Rava. 50 conférences et colloques, qui donc là aussi un confort accru, car la deuxième halle va bénéficier d'espaces de nouvelles salles de réunion. Donc dans l'avenir, cela nous permettra d'accueillir un plus grand nombre de conférences. Mais déjà, vous voyez, avec 50 conférences, on a une programmation intense. Signalons aussi le village des startups qui s'est développé aussi cette année. Et dans la programmation, la soirée anniversaire des 30 ans. Alors, je vais en parler un petit peu au conditionnel. Notre volonté est d'organiser cette soirée des 30 ans qui sera ouverte à tous les exposants du sommet, également aux éleveurs exposants. J'allais dire, c'est toute la communauté exposante du sommet sera conviée à ce 30e anniversaire. Et si j'en parle un petit peu avec au conditionnel, bien sûr, nous attendrons pour faire une telle soirée, pour réunir près de 3000 personnes dans le Zénith, il faudra que les conditions sanitaires nous permettent de le faire en toute convivialité. Donc c'est pour ça que j'en parle là, nous préparerons les choses, et c'est au regard des conditions sanitaires des dernières semaines que nous confirmerons cette soirée-là. Les sommets d'or, donc cette année, 63 dossiers qui ont été déposés, donc une année tout à fait normale. Je crois que le record du concours s'est élevé à 70 dossiers et que donc cette année, nous avons 63 dossiers, donc c'est un niveau tout à fait correct pour ce concours de l'innovation. La remise des prix le 6 octobre à 18h, donc sur l'espace rencontre qui se situe dans le hall d'accueil du sommet de l'élevage. Un petit mot sur l'international. Nous sommes satisfaits, là aussi. 100 exposants, enfin 292 exposants internationaux se sont inscrits cette année au sommet de l'élevage. C'est à peu près le même nombre que l'on avait en 2019. Donc sur une centaine d'emplacements. Vous voyez, en 2019, c'était 110 emplacements. Donc là, nous sommes satisfaits aussi, car a priori, vous voyez, vu la situation, on était inquiet sur la participation des exposants internationaux. Donc là, ils viennent à peu près d'une vingtaine de pays, essentiellement l'Europe. Mais donc, on est satisfait, vous voyez, même au niveau international, la situation se débloque à ce niveau-là, et les exposants européens, bien sûr, ont répondu favorablement donc, à l'invitation pour cette prochaine édition. Déjà aussi quelques délégations qui
qui se sont manifestés. Donc vous l'avez sur le slide, je ne vais pas redire tous les noms, mais aussi au niveau visitorat. En dehors de la zone Europe, qui est notre grande zone d'impact international, souvent 80% de nos visiteurs internationaux viennent de l'Europe, et là, comme la situation européenne est assez cohérente maintenant, donc si la situation le permet, voilà, on est un peu au même niveau, les mêmes conditions sanitaires, on devrait avoir un visitorat européen plus facilité. C'était peut-être un peu plus compliqué vis-à-vis de l'extérieur, mais vous voyez, on a quand même des délégations qui ont manifesté leur désir de venir. Et donc là aussi, pour le moment, nous sommes satisfaits de ces attentes. Voilà, j'ai à peu près fait le point. Vous voyez que le contenu, on retrouve un contenu, j'allais dire, normal de notre sommet de l'élevage, même enrichi, et je vous dis, dans des conditions d'accueil qui seront améliorées par rapport aux éditions prochaines. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, merci Fabrice pour cette présentation. Alors effectivement, qui reste assez générale, tant il y a de choses à dire, mais comme je vous le disais tout à l'heure, dans le dossier de presse, vous avez bien évidemment le contenu bien plus détaillé que vous pouvez télécharger également. Et on comprend, Jacques Chazalet, précisément pourquoi vous parlez de Carrefour. Effectivement, c'en est l'illustration concrète. Alors Victor Berton, je me tourne vers vous maintenant. Vous dirigez le développement digital. Alors on a parlé tout à l'heure justement d'un troisième virage historique pour le sommet de l'élevage qui est résolument tourné vers l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les enjeux et les fonctionnalités inédites dont vont pouvoir bénéficier et les exposants d'ailleurs et les visiteurs et qui va impacter véritablement ce sommet de l'élevage? Oui, bonjour tout d'abord. Donc oui, aujourd'hui le sommet va se développer de manière digitale. Donc la première chose que je veux bien dire, c'est attention, le digital ne va pas remplacer l'événement physique. Bien au contraire, il va permettre d'améliorer le point d'orgue qui est l'événement physique. Donc il y a trois grands enjeux, trois grands objectifs qui sont d'optimiser, de connecter et de renseigner. Optimiser dans le sens où on peut préparer sa venue en amont, qui va permettre d'améliorer aujourd'hui sa participation au sommet et même par la suite d'en faire le suivi des contacts établis pendant l'événement. Après, on a connecté. Le sommet, c'est un lieu de rencontre, un lieu où les gens se mettent en relation et l'outil digital a ce but de connecter les gens pendant le salon, mais aussi tout au long de l'année. Vous pourrez retrouver les exposants que vous avez rencontrés tout au long de l'année sur la plateforme web et mobile aussi, parce que bien sûr, elle sera de deux manières. Vous la retrouverez autant sur votre ordinateur que sur votre téléphone portable. Et un dernier grand objectif, c'est de renseigner. On va pouvoir suivre les tendances du monde agricole, mais aussi toutes les nouveautés autant des exposants, mais même on va dire du monde de l'élevage en général. Donc, je vais peut-être vous détailler. Il va y avoir à peu près une vingtaine de fonctionnalités. Donc, je vais vous en détailler les 5 plus originales, ou 6 plus originales, je vais dire. Donc, dans cette appli, on va pouvoir avoir des nouveaux services web de mise en contact entre exposants et visiteurs. On va pouvoir retrouver une marketplace, une place de marché où en fait, on va retrouver tous les produits exposés de chaque exposant. Donc ça, c'est tout au long de l'année. Vous pourrez prendre contact avec l'exposant si un produit vous intéresse, vous pouvez le contacter directement sans intermédiaire. Vous allez avoir un carrefour de la génétique. Le carrefour de la génétique, c'est une sorte de marketplace, mais des animaux exposés, parce que je le rappelle, le sommet, c'est l'événement où il y a le plus d'animaux présentés en Europe. Et nous reproduisons cela de manière digitale à travers le carrefour de la génétique. On a aussi élaboré un système de matchmaking exposant, c'est-à-dire vous allez pouvoir, en tant que visiteur, déclarer votre motif de visite. Et suite à ce motif de visite, nous avons établi un système qui vous permettra de vous proposer
des exposants qui répondront à votre problématique. Donc ici, ça sera en fait les exposants qui viendront chercher les visiteurs et plus les visiteurs qui viendront simplement rencontrer les exposants. On aura aussi un système de webinaire pour les exposants, c'est-à-dire si vous souhaitez réunir un panel, un sujet, grâce au sommet, vous allez pouvoir organiser un webinaire et le diffuser à la communauté du sommet. On aura aussi un système de prise de rendez-vous, donc vous pouvez le faire en amont, prendre rendez-vous, et donc vous optimisez bien votre participation pendant le sommet, pendant ces 4 jours qui sont souvent très denses, et vous pouvez très bien optimiser en fait votre participation sur l'événement physique. Vous allez avoir aussi une identification numérique. Ça, je tiens à le dire. En fait, chaque personne qui va venir sur le sommet va devoir s'identifier numériquement. Et ça nous permettra à nous de vous faire, par exemple, le système de matchmaking. Vous pourrez, bien sûr, accéder à toutes ces fonctionnalités et toutes les autres fonctionnalités. Il y en a une vingtaine de l'app et de la plateforme web. Et dernièrement, on pourra aussi revivre toutes les visites d'élevage, les concours animaux en replay. Et c'est, je pense, quelque chose de très innovant aujourd'hui dans le monde de l'événementiel agricole. Merci beaucoup, Victor. Alors, on voit effectivement un salon international et puis sur le web, c'est indispensable aujourd'hui. On voit surtout l'impact que ça peut avoir pour optimiser véritablement les visites. Merci beaucoup de cette présentation. Alors, je vous propose qu'on fasse un focus puisque tout à l'heure, Fabrice, vous l'avez dit, il y aura 3 concours durant le sommet. Donc, nous allons faire un focus sur 2 d'entre eux, notamment avec vous, Yves Chassani. Bonjour, vous êtes président de l'organisme de sélection de la race Aubrac. Alors, vous, le dernier concours remonte à 2014, si je ne me trompe pas. Donc j'imagine que vous attendez avec impatience probablement cette nouvelle édition du sommet, d'autant que pour vous c'est véritablement une vitrine et un événement capital pour la race Aubrac et ses éleveurs. Alors on l'a vu également dans les chiffres, ce seront outre les 400 animaux qui seront présents dans le hall bovin viande, tout un programme pendant ces 4 jours. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous parler de ce concours ? Bonjour à tous, Yves Chassani, donc éleveur à Saint-Rémy-de-Chaudezaigues sur le parc naturel régional de l'Aubrac. Alors effectivement, vous l'avez si bien dit, l'Aubrac elle est tout à fait heureuse et ambitieuse à l'occasion de ce 30e sommet. Pourquoi ? Parce que l'Aubrac elle a grandi avec le sommet. On s'appuie effectivement sur 2 éditions référentes qui étaient la remémorable 2008, où est-ce que c'était une première pour l'Aubrac, elle avait tout à prouver. Les éleveurs ont su franchir ce pas. Et puis, effectivement, 2014, où est-ce qu'elle a encore grandi et les espoirs sont toujours là. Alors, les éleveurs sont ambitieux à l'occasion de cette édition du sommet. Pourquoi ? Parce qu'il est grand temps de parler vrai, de parler d'élevage, ici, comme l'a dit Jacques, sur ce carrefour, et de pouvoir s'appuyer sur les nombreux atouts qu'ont aujourd'hui les éleveurs français. L'Aubrac, elle veut tenir sa place, qui est la sienne aujourd'hui. Où est-ce que ce concours national va pouvoir s'appuyer sur à peu près 400 animaux qui vont venir, on va dire, du Grand Massif central. C'est à peu près 8 à 10 départements qui vont approvisionner les stalles qui nous sont réservés ici. Un concours donc dans le cadre du Zénith, c'est maintenant une habitude et on se demande bien pourquoi on aurait du mal à se passer effectivement de ce site exceptionnel. Il y aura effectivement des ventes aux enchères à travers la vente de Race de France, mais également à travers la vente de notre partenaire, la SARL Nolorgue, à l'occasion de ce sommet. Et ça sera le vendredi après-midi. Effectivement, un moment de promotion collective de la race. Grâce au sommet, j'ai envie de dire, un lieu de rencontre inévitable de tous les partenaires. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur un village de partenaires déjà au complet, qui réunit, je dirais, tous les gens qui œuvrent au quotidien pour cette race et son développement. Et puis un programme qui est relativement dense et qui s'est trouvé enrichi à l'occasion effectivement de la 4e journée. On a 4 demi-journées donc, de présence pour notre concours au niveau du Zénith. C'est ajouté aussi une personnalisation avec une demi-journée en extérieur où se dérouleront les prix de groupe, c'est les prix de famille et les prix d'ensemble que connaissent bien les éleveurs. Les traditionnelles visites d'élevage qui sont également programmées tous les jours, où est-ce que là nous pourrons avoir réponse, je dirais, un petit peu à tous les questionnements que peuvent se poser nos partenaires. Il y aura des visites d'élevage, il y aura des visites aussi d'opérateurs
divers et variés autour de la race Aubrac, des présentations et des animations qui auront lieu régulièrement autour de notre stand. On veut essayer d'être un petit peu innovant pour donner de l'animation autour des travées, ne pas rester que sur le point central du Zénith. Donc là, nous sommes en pleine réflexion à ce sujet-là. Et puis des partenariats engagés aussi avec la nouvelle génération, avec 3 lycées agricoles du Massif central qui nous accompagnent sur des thématiques bien précises. Alors aujourd'hui, il est temps de faire un point aussi sur ce qu'est devenu la race Aubrac suite à une forte progression des effectifs. Malgré les difficultés que traverse le monde d'élevage, nous arrivons à garder un taux de progression de l'ordre de 2,5% par an. Nos effectifs sont aujourd'hui d'à peu près 245 000 vaches mères sur le territoire national. Nous sommes présents sur à peu près tous les départements d'élevage français, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Aujourd'hui, la race, donc, elle se définit comme une race rustique destinée à la production de viande. Elle évolue avec ses collègues salaires et gasconnes, je dirais, dans ce périmètre. Elle a pour ça des spécificités qui sont bien à elle. La rusticité, c'est pour nous d'abord un gabarit modéré, cette capacité à valoriser des milieux herbacés sur des territoires qui sont souvent défavorisés. C'est notre point d'orgue. On l'a encore réécrit il y a quelques mois à travers le projet racial. Il a occupé les responsables de la race pendant plusieurs mois et le sommet va permettre de le mettre en vitrine, de montrer en quoi est-ce que la génétique est importante pour répondre aux enjeux de demain. La priorité, c'est la productivité numérique et on parle bien d'une activité économique au service des territoires, un veau par vache et par an, et cela le plus longtemps possible pour arriver à un bon équilibre entre les animaux destinés à la reproduction et les animaux qui vont alimenter des filières de qualité. Aujourd'hui, nous allons dire que, comme beaucoup de nos collègues allaitants, la majorité de nos animaux mâles sont destinés à l'engraissement. Le marché italien, le marché algérien, c'est les 2 phares pour la race Aubrac. Pour ce qui est des femelles, il y a à peu près 50% qui sont concernés donc, par le renouvellement des troupeaux mères et sur l'alimentation des filières qualité. Et il y a autres 50% qui sont dispatchés entre la boucherie et les différentes filières. Aujourd'hui, donc nous avons voulu ce rassemblement. Je crois que, je vous l'ai dit, il est temps de reprendre la parole, que les éleveurs mettent en avant le travail qui est fait au quotidien, et ça c'est ici permis sur ce grand site. Je crois que j'ai envie avec vous de me tourner vers cette vache qui fait ici le cœur de l'affiche, et avec, vous voyez la fierté qu'elle porte, et derrière elle, tous les enjeux qui sont ceux des territoires. Derrière tout ça, la génétique, c'est pas que des belles paroles, c'est d'abord une évidence économique. L'économie de l'élevage au service des territoires, on s'aperçoit que partout où est-ce que l'Aubrac, partout où est-ce que l'élevage est présent, eh bien, c'est souvent le premier maillon d'une économie qui se doit de plus en plus solidaire. Et à son modeste niveau, le territoire de l'Aubrac fait aujourd'hui la preuve que si l'élevage est beau, s'il est respectueux de valeurs, eh bien je crois qu'il peut permettre d'entraîner derrière lui d'autres secteurs de l'économie. Je pense souvent à celui du tourisme, mais derrière on voit aussi des initiatives en termes d'artisanat et on voit de nombreux porteurs de projets arriver sur ces territoires en jouant les complémentarités derrière les éleveurs. Ça peut que nous encourager. Un défi environnemental qui est indéniablement là. Je crois que les éleveurs aujourd'hui, il faut qu'ils prennent la main sur ce discours. On est trop resté longtemps les acteurs de l'environnement, alors que d'autres s'accaparent le débat. La richesse, elle est entre nos mains. Donc aujourd'hui, là aussi, où est-ce que l'élevage est présent? Eh bien, vous remarquerez, c'est beaucoup plus facile de faire labelliser des territoires en PNR, dans certains cas même en parc national. Et puis derrière tout ça, il y a tout l'enjeu que va être demain la certification environnementale. Et je crois que les zones d'élevage sont bien placées pour répondre à ces enjeux-là. Et on s'aperçoit que dès qu'on regarde un petit peu, dans 9 cas sur 10, j'ai presque envie de dire presque dans 10 cas sur 10, les exploitations d'élevage ont les voyants ouverts pour répondre à ce genre d'enjeux. Dernier point sur lequel j'insisterai, et on se veut un petit peu ambitieux par rapport à ça, la race Aubrac aujourd'hui, elle a la chance de porter beaucoup de jeunes porteurs de projets. Eh bien, c'est un véritable défi. Je vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a à peu près un élevage sur 2 qui va devoir changer de main dans les 10 ans à venir. C'est peut-être encore plus vrai dans certaines zones. Donc, il faut absolument que la génétique corresponde à l'attente des nouveaux éleveurs. Il faut un mode d'élevage
facilité, des animaux qui soient autonomes, qui soient capables de valoriser le plus possible d'eux-mêmes sans apport d'intrants. Et là, on a quand même l'impression d'avoir quelques arguments dans nos poches et on compte bien les mettre en avant à l'occasion de ce sommet. Voilà, donc je pense qu'on est serein, il y a une programmation, les éleveurs sont là et ont envie d'en débattre. Et c'est avec grand plaisir qu'on partagera ce sommet ensemble. Merci à tous. Merci beaucoup Yves Chassani. Je sens et je vois dans vos yeux voilà, des yeux pétillants, notamment par rapport à l'affiche, mais surtout sur l'ambition et cet événement qui arrive à grands pas. Alors, je me tourne maintenant vers Hervé Vignon, qui est directeur de l'organisme de sélection Simmental France. Alors, vous aussi, vous allez avoir l'occasion d'être mis à l'honneur pendant ce sommet. Vous aussi, je crois, votre dernier concours remonte à 2014. Il me semble bien. Alors, est-ce que vous pourrez nous présenter justement, et le salon sera l'occasion de découvrir les caractéristiques d'une part, mais également des sélections exceptionnelles venues de la France entière. Est-ce que vous pouvez vous aussi développer ce que ces 4 jours vont nous permettre de découvrir sur cette race? Oui, merci. Donc, effectivement, je vais avoir l'occasion de vous présenter un petit peu notre concours. Mais avant cela, on va peut-être revenir et en 2 mots vous présenter un petit peu la race Simmental, parce que c'est peut-être pas la race laitière la plus connue aujourd'hui. Alors, j'aurai peut-être un discours un petit peu moins politique que Yves. Je vais me recentrer sur la race. Yves a très très bien décrit tous les enjeux politiques de ces manifestations et de ces concours. Donc, se recentrer un petit peu autour de notre Simmental. Si on avait à la qualifier aujourd'hui, la Simmental, c'est une race mixte. C'est peut-être même la dernière des races mixtes qui est capable d'assurer production laitière et une production de viande de qualité, que ce soit par la valorisation des produits mâles de l'élevage, que ce soit sur les vaches de réforme avec des vaches lourdes, des vaches bien conformées. Je crois que la Simmental est très très bien placée sur toutes ces caractéristiques. Alors certes, la Simmental, par rapport aux autres races spécialisées, c'est un petit cran en dessous d'un point de vue performance laitière, mais la Simmental offre un lait de qualité, un lait riche en protéines, un lait bien équilibré sur la matière grasse, qui fait que c'est une race qui est bien adaptée pour l'industrie fromagère. Et surtout, vous connaissez comme moi la qualité du Massif central sur ces fromages, et notamment la race est très très bien implantée sur le Massif central grâce à ses qualités fromagères. Et puis la Simmental, c'est aussi une race rustique, une race solide. Grâce à cet équilibre lait-viande, c'est une race qui a su conserver des vrais atouts sur ce qu'on appelle, nous, les caractères fonctionnels. Alors, avant ce slide, effectivement, peut-être revenir au slide d'avant, où on avait donc effectivement ces aptitudes sur ces caractères fonctionnels. Aujourd'hui, c'est la race laitière numéro 1 sur toutes ces aptitudes, que ce soit fertilité des animaux, que ce soit longévité, que ce soit résistance aux mammites. C'est la race laitière qui est la mieux placée sur toutes ces caractéristiques, qui permet effectivement d'offrir aux éleveurs souplesse d'exploitation et puis économie de charge dans un élevage. C'est très très important. Voilà. Et puis la Simmental, juste en termes d'effectifs, il faut savoir que c'est une grande race laitière à l'international. Une race peut-être moins connue que la Holstein, que la Montbéliarde ou que la Normande en France, mais d'un point de vue international, c'est une très très grande race avec plus de 3 millions de vaches sur toute l'Europe de l'Est. Et on se fera un plaisir d'accueillir d'ailleurs nos partenaires étrangers sur notre stand qui viendront mettre en avant un petit peu ces aptitudes au niveau international. Alors, tous ces atouts font qu'aujourd'hui, la race se développe énormément en France. Sur ces 10 dernières années, on est quasiment à plus 20% d'augmentation des effectifs qui se développent et qui ne cessent de se développer. Et l'avenir est avec nous, puisque vous le voyez sur le slide, la race, c'est aujourd'hui la race numéro 1 en croisement laitier. Aujourd'hui, on a plus de 40% des IA qui sont réalisés sur d'autres races laitières, donc qui font qu'on est très très optimiste en termes de développement, puisque beaucoup d'éleveurs vont infuser la Simmental sur leur troupeau laitier d'une autre race pour à terme avoir un troupeau pur en Simmental. Voilà, donc résumé en quelques mots ce qu'est la Simmental aujourd'hui. Revenir maintenant sur notre concours, qui sera comme celui de l'Aubrac, un concours très très riche, avec peut-être un petit peu moins d'animaux,
donc un concours qui rassemblera 112 vaches qui seront vraiment issues de toute la France, hein, puisque la Simmental est aujourd'hui dispersée sur tous les départements français. On aura des vaches qui viendront des Ardennes, on aura des vaches qui viendront de la région Bretagne, Pays de la Loire. Enfin, on aura vraiment des vaches de tout horizon qui seront rassemblées pendant les 4 jours du sommet de l'élevage, avec une journée phare, bien sûr notre journée du mercredi 6 octobre, où on aura une journée complète sur le ring ce jour-là, avec un petit intermède le midi, entre midi et 2. Mais voilà, donc cette journée sera l'occasion de mettre en avant un petit peu toutes les caractéristiques de la race, hein, avec de nombreux prix qui seront remis aux éleveurs. Les caractéristiques d'aptitude bouchère avec un prix de meilleur bouchère, les caractéristiques de longévité de la race avec un championnat senior, et puis bien sûr les aptitudes de fromagère de la race avec un prix de meilleure fromagère. Et chose à laquelle on tient, il y aura un moment phare dans notre concours où on mettra en avant toutes nos filières fromagères, puisque la Simmental est aujourd'hui inscrite dans de nombreux cahiers des charges d'AOP fromagère, que ce soit le Laïol, bien sûr, très connu dans le Massif central, mais que ce soit les Poisses en Bourgogne, que ce soit le Langres, que ce soit même le Comté. Quand on parle de Comté, on parle toujours de la Montbéliarde, mais la Simmental est dans le cahier des charges du Comté. J'en oublie très certainement, mais voilà, un moment phare de notre concours où on mettra en avant toutes nos AOP fromagères. Et puis, point d'orgue de cette journée, on terminera par une grande vente aux enchères. Là aussi, pour mettre en avant toute la génétique Simmental. Aujourd'hui, le programme de sélection Simmental France s'appuie sur nos partenaires étrangers, s'appuie sur un programme innovant en termes de sélection génomique. Donc, on aura des animaux élites, des animaux d'exception qui seront mis en vente lors de cette vente aux enchères qui viendra conclure donc cette journée Simmental le 6 octobre au sommet de l'élevage. Voilà. Merci beaucoup Hervé Vignon. Alors les rendez-vous sont pris, hein, vous l'avez vu au fil de l'eau. On attend une édition particulièrement festive, au-delà des 30 ans bien évidemment du sommet, des remises de prix, des temps forts. Donc on se réjouit bien sûr de cet événement prochain. Alors avant peut-être de vous donner la parole et de répondre à toutes vos questions, on a prévu un bon quart d'heure pour cela. Donc vous qui êtes à la fois derrière l'écran, mais bien sûr pour vous tous qui êtes présents ici avec nous ce matin. Fabrice Berton, qu'est-ce que vous inspire peut-être tout ce que l'on vient de dire sur ce sommet? Ben écoutez, vous voyez que le contenu est très riche. On est ravis de retrouver un rythme normal, j'allais dire, de programmation. Et même, vous voyez, 2 concours nationaux, c'est rare, souvent on en accueille un. Donc là même 3 si on y met les ovins. L'agrandissement du parc, le 4e jour, et tous les ingrédients sont réunis pour faire vraiment un redémarrage du sommet de l'élevage, un rebond, j'allais dire, après cette absence l'an dernier, un rebond réussi. Et là, nous avons parlé du contenu, et vous voyez aussi que le sommet de l'élevage est vécu souvent par sa dimension de convivialité. Donc moi, je tirerai de cette expérience, vous voyez qu'on vient tous de vivre, de dire la convivialité sera un des critères de développement et de réussite des prochains salons. On a été privé de rendez-vous présentiels. Bien sûr, on a trouvé des moyens digitaux de communication, mais vous voyez, en matière de convivialité, quand même, les moyens digitaux, ce n'est pas le point fort de cette méthode. Donc, le présentiel, justement, valorise, et la grande plus-value des rendez-vous présentiels, c'est la convivialité. Donc, soyez assurés que dans l'avenir, au sein du sommet de l'élevage, nous saurons développer les espaces et les temps de convivialité qui se faisaient spontanément. Et bien, l'organisation essaiera de se pencher là-dessus pour proposer justement des espaces et des temps de convivialité qui nous ont tant manqué depuis plus d'1 an. On sent une impulsion très forte et énormément d'énergie. Alors au mot convivialité, on l'a entendu à plusieurs reprises. Je crois qu'on peut rajouter l'optimisme. Vous avez des discours tous, messieurs, très optimistes. Et c'est un événement qui affiche véritablement cette valeur. Et puis un événement ambitieux, je crois. Donc là, vous avez tous les éléments qui annoncent le succès, en tout cas on le souhaite, de ce prochain sommet de l'élevage. Alors la parole est à vous maintenant si vous avez peut-être des questions à la fois à l'organisation, mais aussi sur les
concours nationaux qui vous ont été présentés, eh bien, n'hésitez pas, bien sûr, à lever la main, puisque on est là pour ça, je crois, Monsieur le Président également. Bien sûr, Jacques Chazallet avec nous pour répondre à vos questions. Alors, il y a les questions de la salle, il y a peut-être des questions qu'on va nous envoyer également en ligne via le chat. L'avantage aussi du numérique, c'est ça, c'est qu'on peut télécharger, par exemple, le dossier de presse. Vous avez la chance de l'avoir dans un magnifique catalogue et en présentiel. Alors, est-ce que ces présentations ont suscité chez vous peut-être des questions complémentaires, des éléments que vous aimeriez avoir ? Très bien. Alors, ce que je vais vous demander, madame, puisqu'effectivement, nous sommes retransmis en même temps, voilà, c'est peut-être de vous lever si vous en êtes d'accord et puis de bien parler dans le micro. Merci. Oui, bonjour. Je voulais savoir, dans le contexte donc, de la crise, est-ce que vous allez développer les inscriptions anticipées, notamment avec le digital, et pour essayer de connaître un peu le nombre de visiteurs, parce que je suppose qu'il y aura peut-être, enfin je suppose rien du tout, mais est-ce qu'il va y avoir le même nombre de visiteurs que les années précédentes? Donc est-ce que vous allez pouvoir anticiper un peu leur venue? Donc, toute personne qui souhaitera s'inscrire et se préinscrire en avance pourra le faire, je pense même dès maintenant. Oui, non, on va insister, bien sûr, on va même communiquer. Le but est que le maximum de personnes se préinscrivent même en avance. Et même au dernier, si vous arrivez le jour même, vous pouvez même vous préinscrire avant et ça vous évitera des files d'attente et autres. Mais si jamais par exemple, imaginons quelqu'un qui n'a pas de téléphone, enfin qui est plus, il pourra faire sa préinscription sur place. Mais moi, personnellement, je vous recommande grandement de faire la préinscription en avance. Et en plus, ça vous permettra d'accéder à toutes ces fonctionnalités digitales en avance. Et ça vous permettra même d'organiser après votre venue, de dire: tiens, je souhaite aller à cette conférence à 10h, je souhaite avoir un rendez-vous à 11h avec cette personne, je souhaite voir ce concours animal, le concours national au BRAC à telle heure, et vous pouvez organiser vos agendas de meilleure manière aussi. Voilà. Pour compléter, bien sûr que là, maintenant, on va inciter un maximum de gens à se préinscrire, mais en même temps, si quelqu'un n'a pas été préinscrit, bien sûr, il pourra accéder au sommet de l'élevage. On va nous renforcer un petit peu au niveau des contrôles et de l'accueil des visiteurs. On aura des équipes renforcées pour faire face là. C'est toujours une phase transitoire, vous voyez, quand, j'allais dire, les éditions d'avant, il n'y avait pas de préenregistrement, donc il y a des habitudes qui étaient prises comme ça. Quand on change les habitudes, il y aura toujours une situation mixte. Donc là, on peut faire passer le message. Préinscrivez-vous, ça donnera plus de fluidité aux entrées, mais tout sera mis en œuvre pour rattraper l'ensemble des situations, quoi. Alors, on a déjà quelques éléments de réponse sur la question suivante qui nous est adressée de Roumanie. Alors déjà, Monsieur le Président, on vous félicite pour votre optimisme. Et la question est de savoir, alors j'imagine, je vous laisserai répondre tous les deux, mais on a déjà un petit peu répondu. Que disent les médecins français d'un éventuel retour à la pandémie du Covid-19 et quelles mesures allez-vous prendre pour organiser le salon à Clermont-Ferrand si nous assistons à la résurgence de la maladie ? Oui, alors, vous voyez, on ne va pas s'improviser épidémiologiste, vous voyez. Donc, nous, je redis le principe que l'on a dit, nous sommes à l'écoute des pouvoirs publics. C'est les pouvoirs publics qui, en fonction de l'évolution de la situation, va nous dire les conditions que l'on devra appliquer. Pour le moment, il y a deux hypothèses, vous voyez, c'est la demande du pass sanitaire. Si la situation évolue favorablement, peut-être qu'au mois d'octobre, on ne nous demandera même plus le contrôle du pass sanitaire. Et si la situation le demande, le pass sanitaire sera reconduit et le demandera. Donc pour le moment, nous sommes sur ces deux hypothèses. Donc la réponse, c'est les pouvoirs publics, chacun son rôle. Les services ad hoc de l'État nous diront ce qu'on devra faire et nous appliquerons ce qu'on devra faire. Et on s'adaptera, comme vous dites, Jacques Chazallet. Et donc, pour répondre à la question suivante, qui est de savoir si le vaccin sera-t-il obligatoire. Là, voilà. Non,
À l'heure actuelle, le pass sanitaire, on vous l'a dit tout à l'heure, n'oblige pas au vaccin. Il y a les trois situations que l'on a décrites. Soit vous êtes vacciné, et bien sûr, c'est le Graal, le pass qui simplifie, j'allais dire, la circulation. Soit, si vous n'êtes pas vacciné, il faut faire des tests pour montrer que vous n'êtes pas contaminé, hein. Donc le vaccin n'est pas obligatoire pour répondre clairement à cette question. Il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Parce que c'est ce qui nous permettra d'assurer, s'il faut le pass sanitaire, le plus de fluidité, notamment avec les applications. Alors, on va changer un petit peu de registre. On va rentrer peut-être un petit peu plus dans le cœur également du programme et notamment des visites. On a une question qui nous est adressée d'Italie et qui nous demande, mais y aura-t-il quand même des visites d'élevage pour les internationaux? Oui. Oui, hein, tout à fait, hein. Donc tout à l'heure, je crois, je ne sais pas si on a donné la programmation, le nombre de visites d'élevage, mais on retrouvera ces visites d'élevage, hein, qui est une des caractéristiques quand même du sommet quant au nombre de visites proposées. Donc ça sera bien sûr ouvert aux internationaux. Alors, on voit que derrière l'écran, nos spectateurs sont très actifs, ont beaucoup de questions. Peut-être dans la salle aussi, avez-vous, je vais alterner, voilà monsieur, si vous voulez bien, on va vous tendre le micro. On vous écoute pour votre question. Est-on certain que les travaux sur l'autoroute seront achevés au début octobre? Oui. Oui, sûr. Alors, ça n'empêchera pas les... Yves nous disait, j'espère qu'il n'y en aura pas à coude. Alors bon, on ne maîtrise pas les effondrements qu'il y a eu. Bon, ce qui est tombé ne retombera pas. Voilà, mais normalement, on aura ce qu'il faut. Alors, je vous propose de garder le micro pour la question suivante, même si vous avez déjà évoqué un petit peu le sujet en introduction. Est-ce que l'on attend des personnalités politiques, il est précisé, en vue des présidentielles 2022? Bien sûr. Bien sûr qu'on pense bien que ça sera déjà le premier tour de chauffe, hein. Donc, il y a des primaires pour venir au sommet de l'élevage, hein, les responsables des concours en parlent. Alors, je ne sais pas comment ça se passera, mais certainement qu'on aura des visites. Et nous, bon, j'ai parlé de la visite officielle du président de la République. Certainement qu'il y aura d'autres personnalités qui viendront. Et nous, comme d'habitude, on accueillera tout le monde avec plaisir. Très bien, j'évoquais tout à l'heure en introduction un certain nombre de surprises, et bien elles en feront partie. Alors une question également sur le nombre de visiteurs que vous attendez malgré la situation. Bon, alors là, c'est toujours difficile, même en temps normal, de vous dire quel est le chiffre que l'on va atteindre. Donc nous, bien sûr, on espère avoir le maximum de visiteurs. Après, on a toujours eu une corrélation entre, vous voyez, quand on avait un nombre d'exposants qui augmentait, on avait un nombre de visiteurs qui augmentait, hein, puisque chaque exposant est une puissance invitante, puisque la plus grande façon d'inviter les visiteurs, c'est par une diffusion d'invitation qui est faite par les exposants. Donc comme je vous ai dit qu'on a une baisse un petit peu de visitorat, de l'ordre de 10%, si on applique la corrélation, peut-être que on aura donc une baisse de visitorat. Alors, allons, s'il faut se mouiller, je dirais, si nous atteignions 80% des visiteurs que nous avions la dernière édition, je pense qu'on pourrait être satisfait et on retrouverait, vous voyez, un ratio entre le nombre d'exposants et le nombre de visiteurs assez bien équilibré qui devrait donner à l'issue de l'événement satisfaction pour tout le monde. Voilà. Le chiffre 2019 de visiteurs? Nous étions à 95 000 à peu près. Voilà. Alors le fait aussi de faire une quatrième journée, normalement, doit entraîner un nombre total de visiteurs en augmentation. Donc on va peut-être compenser une baisse si on était resté à 3 jours. Voilà, c'est pour ça, allez, retenons si on atteignait 80% du nombre de visiteurs, donc 85 000, j'allais dire visiteurs, je pense qu'on serait satisfait. Alors, quand on parle de convivialité, bien évidemment, on pense aussi au repas et à la restauration. Donc, la prochaine question, c'est la suivante, de savoir si les restaurants seront ouverts et si les apéros sur stand sont autorisés. Alors,
Bien sûr, puisque là, à l'heure actuelle, vous voyez, les restaurants ont retrouvé leur activité normale. Donc, ça veut dire que la même règle s'applique pour les événements. C'est-à-dire que les restaurants du sommet de l'élevage doivent respecter les règles qui sont demandées à tous les restaurateurs. Donc, tout le monde a bien vu qu'à partir de maintenant, les restaurateurs ont retrouvé une situation normale. Donc là aussi, comme la situation peut être évolutive, on verra en fonction, au début octobre, les règles qu'on nous demandera d'appliquer. Oui, tout à fait. On vous redonne le micro, madame, on vous écoute. Oui, je voulais savoir si le fait d'ouvrir une 4e journée, vous allez attendre plus de visiteurs du grand public, notamment des consommateurs, ou c'est pas la recherche, vous voulez vraiment spécialiser en tant que salon professionnel? Oui, mais vous voyez, vous avez la réponse dans le choix du jour que l'on a ouvert. On ouvre le mardi. Donc c'est avant tout en direction d'un public plus professionnel, hein. Si à l'inverse, on avait ouvert le samedi, là on donnait une opportunité plus grande aux non-professionnels. Donc notre volonté est quand même de garder cette ligne directrice qui a été la nôtre, de faire avant tout un salon professionnel, mais ceci dit, vous voyez, on avait chaque année, il y a quand même du grand public qui vient et on l'accueille avec plaisir, mais ce n'est pas notre priorité. Je crois, Jacques Chazallet, que vous voulez compléter cette réponse. Oui, effectivement, c'est pas un salon grand public, mais le grand public est pas exclu. Il y a même des soirées où on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de grand public, de jeunes Clermontois qui viennent. Donc voilà, c'est l'impact Carrefour du sommet de l'élevage et qui, j'espère, continuera à se développer. Alors peut-être vous allez garder le micro et que Yves Chassani va compléter la réponse sur la question suivante, qui est de savoir quel est l'impact promotionnel d'un concours national organisé au sommet. Ben oui, alors Yves, il peut en témoigner. Oui, je crois que l'impact, eh bien, il est évident et on ne peut pas en douter. Avec le sommet, je vous l'ai dit, la race Aubrac a franchi de grands paliers. C'est une race, on va dire, qui est rattachée à un territoire à l'origine. Au sommet, elle s'est vulgarisée, elle s'est mise en avant. Et si on devait donner qu'un exemple, je me permettrais peut-être de reprendre celui des effectifs. J'ai envie de dire, en 2008, à l'occasion de notre premier concours, l'effectif Aubrac devait être aux alentours de 180 000 maires. Je vous ai dit 245 000 aujourd'hui. Indéniablement, le sommet a eu son effet. Alors on va poursuivre. C'est vrai que 30 ans plus tard, on l'a vu, 3 virages historiques qui donnent une impulsion à cet événement international. Donc la question, c'est de savoir où va s'arrêter le sommet. Et on pose la question, on est déjà à la 2e halle, y en aura-t-il une 3e? Oui, avant de parler de la 3e, donc la 2e vient d'arriver, nous allons la valoriser. Mais là, saluons une chose, c'est-à-dire que le développement du sommet de l'élevage, c'est le résultat aussi d'un effort collectif. Quand je dis un effort collectif, les organisateurs tout seuls ont besoin d'être accompagnés. Et là, vous voyez, le Parc Expo est la propriété du conseil régional. Nous aurions besoin d'avoir des moyens supplémentaires. Le conseil régional a répondu favorablement. Donc, le sommet de l'élevage pourra, dans l'avenir, continuer son développement si cette harmonie entre les différents décideurs continue. On peut avoir encore des ambitions de développement si on sait mettre les moyens pour faire face à ce développement. Et donc, il faut que, pour faire simple, tout le monde tire dans le même sens. Et on a la chance dans cette région d'avoir su faire passer les messages auprès des décideurs qui ont su accompagner ce développement du sommet de l'élevage. Je rappellerai, puisqu'on est 30 ans, qu'on avait démarré quasiment dans un camping et qu'un président de région à l'époque qui s'appelait Giscard d'Estaing a su prendre la décision de la création d'un parc expo. Et donc le parc expo première version a été nécessaire au développement du sommet. Et maintenant, un nouveau président du conseil régional a pris la décision de faire le 2e, ce qui va nous permettre pour les 5 ans et les 10 ans à venir de continuer notre développement. Et ainsi de suite, vous voyez. Et je pense qu'il y a encore des marges de progression. J'en veux pour exemple, vous voyez, le premier salon mondial d'élevage est allemand. Il s'appelle Eurotir, il est 2 fois plus grand que le sommet. Les organisateurs de cet événement se sont pas dit, quand ils étaient 2 fois plus petits, qu'ils n'avaient pas des marges de progression. Alors pourquoi nous, on se limiterait maintenant, on dirait, ça y est, on a atteint un là, on ne peut pas. On a un exemple d'événement plus grand. La France, en Europe, est le plus grand pays d'élevage.
pourquoi pas avoir le plus grand salon d'élevage dans l'avenir. Voilà. Donc pour le moment, on a su faire face à nos développements en étant bien accompagnés par les décideurs et je pense que dans l'avenir, ça peut continuer. Eh bien, puisqu'on a dit qu'on était ambitieux et optimiste, c'est une réponse qui est tout à fait congruente. Alors, sur la prochaine question, c'est de savoir s'il y a justement des nouveaux exposants qui sont présents cette année. Oui, bien sûr. Chaque année, il y a des nouveaux exposants. Donc là, le taux de renouvellement va tourner autour de 15% à peu près de nouveaux exposants. On vous a dit qu'il y a un secteur qui a particulièrement progressé, qui est celui de l'énergie. Mais sinon, on retrouve dans à peu près tous les secteurs, chaque année, un peu de renouvellement. Quand vous avez 1500 sociétés qui participent, vous voyez, c'est un échantillon de la vie économique. Chaque année, dans n'importe quel secteur économique, il y a des nouvelles entreprises qui arrivent, des anciennes qui disparaissent, il y a des restructurations, des rachats. Donc nous, on illustre un petit peu ces mouvements économiques. Donc c'est à peu près stable. Une quinzaine de pourcents chaque année de nouveaux exposants sont là. Alors, y a-t-il à nouveau des questions peut-être dans la salle, hein, parce que bientôt nous allons arriver au terme de ces échanges. On en a encore une qui vient de nous arriver à l'instant à l'écran, mais peut-être si dans la salle vous avez d'autres questions. Pas encore pour le moment. Si, monsieur. Est-ce qu'on peut visiter la nouvelle halle? C'est possible? Après bien sûr, nous le ferons alors là, essentiellement pour les gens qui sont présents. Hein. Et oui, c'est là que derrière les écrans, effectivement, on va se sentir un petit peu plus mis à l'écart. Merci beaucoup, effectivement, de le préciser, puisque ça fait partie de la suite. Après, je crois que était prévue cette organisation et cette visite. Madame, on vous écoute. Oui, cette année blanche a-t-elle eu un impact pour votre organisation? Le même impact que pour un viticulteur qui aurait eu 100% de dégâts de gel. Pour vous dire. C'est-à-dire que pour nous, ça a été une non-activité, bien sûr. Donc vous pouvez imaginer qu'un an de travail, quasiment, sans résultat, c'était frustrant pour ceux qui l'organisent. Et effectivement, financièrement aussi, on a été pénalisés. Voilà, mais ça nous avons redémarré et on espère que ça n'est qu'un mauvais souvenir qui est derrière nous. Alors, on a une question dont je crois que vous avez donné la réponse déjà tout à l'heure, mais c'est pas grave, on vous ferait un plaisir, j'imagine, Hervé Vignon, d'y répondre, de savoir s'il y aura une vente aux enchères en cimental. Non seulement je me ferai un plaisir, mais je vois qu'il y a déjà des acheteurs potentiels. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Il y aura effectivement une vente aux enchères cimentale avec une dizaine d'animaux sélectionnés sur toute la France. Les meilleurs animaux d'un point de vue potentiel génétique qui seront proposés aux enchères en fin d'après-midi, le mercredi 6 octobre. Merci beaucoup pour cette date. Je crois que... Oui, vous voulez préciser? Oui, on était en train de dire avec Yves, depuis quelques années, donc on a parlé de la digitalisation. Il faut savoir qu'au sommet, on fait de l'enchère avec la digitalisation. Et le dernier Grand Prix d'un taureau salaire, il a été acheté par un Irlandais qui n'était pas sur le site. Donc ça fonctionne aussi. C'est parfait, on voit qu'on est complètement interconnectés. Alors, on parlait d'optimisme. Justement, la question, c'est de savoir si cet optimisme est aussi prégnant pour les visiteurs internationaux, et on nous précise Amérique latine notamment. Alors, là, notre responsable international là, n'est pas là, donc je ne peux pas avoir une réponse précise sur l'Amérique latine, mais... peut-être que là, ça ne sera pas une année de référence au niveau international, la meilleure des années, il faut être réaliste. Au niveau européen, je pense qu'on aura quand même un visitorat européen qui répondra présent. Après, sur les pays un peu plus exotiques, un peu plus loin, ça va être en fonction, vous savez, des accords sanitaires, quoi, de la circulation des choses. Donc là, je n'ai pas une réponse précise sur l'Amérique latine à vous amener, mais Benoît Delalloy pourra, s'il y a un interlocuteur précis, il faudra contacter Benoît Delalloy qui pourra amener une réponse plus précise chez nous sur ce sujet-là. D'ailleurs, je rappelle pour les questions qui viendraient après, parce qu'il est possible qu'effectivement, à la lecture notamment du dossier de presse, vous ayez d'autres questions. Vous êtes tout à fait disponible, bien sûr, pour répondre à toutes les questions et les coordonnées sont bien sûr notées sur ce dossier. Alors, on a une nouvelle question, alors de Biélorussie cette fois, justement concernant la visio. Y aura-t-il des visites d'élevage digitales ? Alors, on va programmer
4 visites d'élevage qui vont être en fait enregistrées et après mis à disposition sur notre espace digital, et vous pourrez les revoir en replay. Donc autant de fois que vous voulez, hein, et revivre l'expérience digitalement. Oui, sur les 22, il y en aura 4. Voilà. Très bien, quand on veut, c'est ça aussi l'avantage. Alors, on arrive peut-être au terme des questions. Alors, je vois s'afficher. Est-ce que vous pouvez peut-être prendre la parole pour préciser ce que vous annoncez sur votre panneau? 65 journalistes présents. Très bien. Alors, je crois que, je ne sais pas si on a peut-être encore une ou deux dernières questions qui nous proviennent de notre chat en ligne. Oui, non? Non, c'est terminé. Alors, c'est comme les ventes aux enchères. Ça y est, c'est terminé. On n'a plus d'enchères à droite. Est-ce que dans la salle, il y a à nouveau des questions? Alors, peut-être préciser, oui, préciser voilà, ce que... On peut signaler là que vous étiez 65 journalistes à être reliés par nous là, sous le format digital. Voilà, en plus des journalistes présents dans la salle. Très bien, merci effectivement, parce que je n'arrivais pas à associer le chiffre en fait à l'information. Merci beaucoup Fabrice. Alors avant bien sûr de clôturer, Jacques Chazalet, j'aimerais vous laisser la parole pour le mot conclusif et peut-être un message, puisque comme je le disais, finalement le sommet de l'élevage, c'est quasiment demain. Ça sera du 5 au 8 octobre et c'est très bientôt. Oui, écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je tiens aussi à remercier les 65 journalistes qui ne sont pas là, mais qui nous ont suivis, qui ont posé des questions, parce que bon, cela contribue aussi à la diffusion des messages et de ce que l'on a à faire savoir concernant notre événement. Donc, vous remercier tous, présentiel et digital. Et puis, comme ça a été dit, écoutez, rendez-vous le 5 octobre. Pour ce carrefour effectivement de la convivialité, de la professionnalisation et de l'innovation. Et puis voilà, j'espère que d'ici là, on aura effectivement des contraintes sanitaires allégées et qu'on pourra faire encore plus de manifestations fluides. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation enrichie. Merci à vous d'avoir été présents avec nous et vous qui nous écoutez également derrière votre écran. À très bientôt.